Bien voilà, on va commencer cette séquence numéro 4 maintenant, qui s'appelle une séquence sur les... Ah, il me faudrait une zapette, voilà, qui est une séquence sur les variétés résistantes et sur les variétés tolérantes. Alors, voilà. Un levier essentiel pour baisser les phytos, c'est ce que l'on appelle, nous, le levier génétique. L'évolution variétale, ça fait peut-être 25 ou 30 ans que je travaille dessus, que j'ai travaillé dessus, et j'ai vraiment vu une évolution dans la considération que l'on avait des variétés. Aujourd'hui, on parle toujours de rendement, on parle toujours de calibre, on parle toujours de régularité de production, on parle toujours de cosmétique, on parle de plus en plus de qualité gustative, et puis on en arrive à parler de tolérance aux bioagresseurs. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre une place importante parce que ça a des incidences économiques et des incidences sur les IFT. On va vous présenter ce travail, cette séquence sur 3 espèces, attention, sur 3 espèces fruitières que l'on a choisies. D'abord la noix. La noix, ça représente quand même 25 000 hectares en France. C'est le deuxième verger, le deuxième plus grand verger arboricole de France. Donc c'est pas un petit sujet. Ensuite, on parlera du couple, entre guillemets, abricot-pêche. Et enfin, on terminera sur la pomme. Et vous verrez qu'on a des considérations complètement différentes selon ces 3 espèces. On va commencer sur la noix, avec Ghislain Bouvet, qui est ingénieur réseau Défi Ferme, Chambre d'agriculture de l'Isère et de la Drôme, et Alexandre Faure, qui est producteur de noix à Saint-Donat, dans la Drôme, et qui fait partie d'un groupe ferme. Le débat, ou plutôt l'échange qui va suivre entre les deux, concerne le choix d'une nouvelle variété à planter. Le producteur se pose des questions, il en discute avec son ingénieur réseau, et ils hésitent entre une variété qui s'appelle Lara, qui est une variété productive, récente, relativement sensible aux bioagresseurs, et une autre variété qui s'appelle Franquette, qui est une variété beaucoup plus ancienne, qui est avec une mise à fruit plus lente, mais une véritable rusticité. Donc ils vont se rencontrer dans un verger, ils vont discuter effectivement de la sensibilité aux bioagresseurs, mais sur la noix, la problématique de la sensibilité concerne aussi la chlorose et les coups de soleil. Donc ça va être ce sujet-là. Voilà, on plante le décor. Le décor, c'est un verger. Vous faites comme si vous y étiez vraiment. On va peut-être baisser un peu les lumières pour qu'on s'y croie vraiment. Et donc 2 intervenants qui se rencontrent au milieu du verger et qui discutent du sujet. Bonjour Alexandre. Bonjour Ghislain. Tu vois, tu m'avais demandé de passer pour la taille de tes arbres, donc t'es le premier. Hein, on est un peu tôt pour commencer à noyer, mais on fera quelques exemples avec 1 ou 2 petits arbres, puis ça servira pour le démarrage de la saison. Sinon, dans le secteur, enfin j'ai entendu dire, et puis au sein du groupe Défi, qu'en Lara, ça a été compliqué en qualité cette année. Toi, t'as vu des choses, toi qui es un peu spécialisé dans cette variété? Cette année, Lara, on va s'en souvenir longtemps, hein, parce que dès le début de la récolte, on a vu des problèmes sur la qualité. Voilà. Et en frais et en sec, les deux? Tu as eu les 2 cas de figure? Ah oui, c'est la première fois en Lara que l'on voit autant de déchets. D'accord. Et Franquette, tu n'as pas vu la même chose? Dans la filière, bon, on a eu un peu de problème de carpocabs, mais toi, de ton côté, au niveau qualité, tu n'as pas eu de soucis? Eh ben non, Franquette, c'était bien mieux. Par contre, Lara, il y avait beaucoup des noix creuses, des cerneaux qui n'étaient pas nourris, voilà. D'accord. Bon. Et vu que cette année, en termes de climat, on n'a pas été trop gâtés. Au niveau chlorose, l'année passée, tu avais été obligé même d'arracher certains arbres. On sait que Lara, on a beaucoup plus de problèmes de sensibilité à la chlorose, puisque le porte-greffe est le même, hein, entre Franquette et Lara. Du coup, tu as réussi à solutionner le problème cette année? Sur Lara, on va mettre des apports de fer au sol, et ça marche très bien. Par contre, le coût est... D'accord. Ok, donc c'est une charge oui. Supplémentaire. Oui. Ah ouais. Et sinon, Tracnose, parce que cette année, ça a été une année assez particulière. Hein, tu as bien vu, un temps très très pluvieux jusqu'à fin juin. Et puis après, l'été a duré jusqu'au 20 octobre cette année. Donc au niveau anthracnose, tu as forcément 1 ou 2 traitements de plus, non? Eh bien, comme Lara débourre bonheur et que le champignon tombe, la maturité du champignon tombe en même temps, donc on a largement de 1 à 2 traitements en plus, alors qu'en Franquette, on l'a pas. D'accord. Okay. Alors du coup, là, par rapport
aux questionnements dont tu me faisais part l'autre jour, par rapport à l'installation de ton fils sur la ferme, un peu les réorientations, parce que tu nous expliquais que visiblement au niveau de l'abricot, vous aviez choisi de diminuer un peu. Niveau plantation, du coup, tu pars sur quoi, Lara ou Fernor en 2018 ? Enfin 2019, pardon. Eh bien, déjà, on va restructurer l'exploitation, on va arrêter complètement la cerise, Ouais. on va diminuer fortement les surfaces d'abricots, et puis on va rééquilibrer les surfaces de Lara, de Franquette par rapport à Lara. D'accord, ouais, puisque vous en avez beaucoup depuis un bout de temps en Lara. Oui. Vous êtes majoritairement Lara pour l'instant. Oui. C'est aussi ça qui rentre en ligne de compte. Et cette année, sur les variétés, on va planter 3 hectares de Lara et 3 hectares de Franquette. D'accord. Et l'hybride, le croisement Lara-Franquette, Fernor, ça serait pas un bon compromis pour vous ? Sur l'exploitation, on la trouve décevante. D'accord. Elle alterne, et puis au niveau du coletto, elle craint quand même un peu plus que les autres, oui. D'accord, donc dans vos conditions, ça serait pas une solution. Je pense que c'est pas. Et on avait discuté idéal. l'autre jour, là, tu sais, je sais pas ce que vous avez décidé du coup avec ton frère, mais on avait parlé d'éventuellement densifier Franquette là pour pallier son manque de productivité, quitte à en couper 1 sur 2 à 12 ou 15 ans en fonction bien entendu en fonction du développement des arbres. Du coup, vous avez décidé quoi ? Pourquoi pas, oui, on va prendre cette solution, je pense. Par contre, on ne sera pas dans les normes au niveau de l'AOC. Ouais. Voilà, mais on va avoir une récolte plus précoce. Donc pour l'exploitation, ça sera mieux. Pour restructurer l'exploitation, ça sera que bénéfique, je pense. D'accord. Et tu sais que en Vallée d'Isère, on commence à avoir pas mal de soucis avec les riverains qui voient d'un assez mauvais œil les traitements. Est-ce que toi, dans ton secteur, ça a joué un peu sur le choix ? Ah oui, en ce moment, il y a beaucoup de questionnements des riverains. Donc, on a mis en place des techniques alternatives. On met la confusion sexuelle sur le carpeau. On a arrêté le glyphosate, le désherbant. Voilà. Donc, vous avez considéré avoir fait quand même pas mal d'efforts depuis quelques années. Oui, c'est déjà D'accord. beaucoup. Ouais, donc du coup, on en revient toujours à la même chose. Tout est question de compromis entre la viabilité de l'exploitation, sa pérennité, surtout dans une phase de restructuration, entre une variété qui économiquement pêche un peu par son entrée en production qui est lente, et puis une variété qui va très vite en production, mais qui parfois a des problèmes de qualité. Écoute, de toute façon, comme on dit, c'est Franquette ou Lara, ce sera tout à tailler, voilà, donc c'est tout à faire. On peut y aller. Allez. Bravo. Ah ouais. Ah, l'exercice quand même, quand on n'est pas habitué. Bravo, super. Oui, donc les questions là-dessus, vous n'avez pas définitivement répondu, mais vous avez donné des vraies pistes d'intérêt. Et on voit que la sensibilité aux maladies, ça compte de plus en plus dans un choix variétal. On va passer sur la noix, on y était, sur l'abricot et sur la pêche. J'appelle Eric Ostalnou. Eric, tu travailles à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales et tu es responsable expert en pêche et abricot, et je vais te laisser animer toute cette séquence. Bonjour à tous. Donc je vais demander à mes intervenants, c'est-à-dire Yannick Morognon, Muriel Milan et Marc Fatantulo, encore une fois, de rejoindre la scène. On n'a pas le talent de nos prédécesseurs, donc on ne va pas vous faire de l'acteur studio, on va simplement faire une intervention plus classique. Mais bon, on va essayer de vous intéresser quand même. Donc on va vous parler de la thématique, c'est l'évolution variétale et l'impact que peut avoir cette évolution variétale sur l'utilisation des intrants et notamment intrants phyto. Et donc on va intervenir sur la partie pêche abricot, donc où on en est. Donc voilà, vous avez les différents intervenants avec leur identité. Donc la pêche et l'abricot, c'est 2 espèces qui sont particulièrement dynamiques en termes d'évolution variétale. La pêche depuis pas mal d'années et l'abricot dernièrement est en train de rattraper l'évolution variétale qu'on connaît en pêche, puisque au niveau des stations d'expérimentation, on nous propose entre 20, 30 voire 40 différentes variétés de pêche ou d'abricot tous les ans à tester. Et c'est vrai que cette création variétale, les années passées, elle était quand même principalement basée sur les aspects agronomiques que sont le rendement, le calibre, les aspects cosmétiques, la coloration de l'épiderme, le taux de sucre, qui c'est vrai notamment en pêche a évolué,
Et également le calendrier variétal, on a vu en abricot notamment une vraie révolution avec l'apparition des variétés très tardives. L'innovation variétale, Jean-Michel l'a dit en introduction, c'est sans doute un levier important dans notre objectif de réduction des intrants phyto, puisqu'on l'a vu ce matin, les évolutions de pratique en matière de substitution ou efficience font qu'on arrive à un moment donné à une sorte de plancher, et c'est le matériel végétal, avec notamment les résistances, qui peuvent permettre sans doute d'aller au-delà, de dépasser ce plancher. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, la rusticité, elle n'a pas souvent dans nos espèces été vraiment prise en compte. Ça a donné des évolutions peut-être pas très favorables, comme l'avancement de la date de débourrement et de floraison, bon, qui donne des problèmes de gel parfois, mais aussi des problèmes de maladies et de pression parasitaire importante sur la cloque ou le molilia par exemple. De manière plus globale, des variétés toujours plus difficiles à tailler, à conduire, qui vieillissent souvent assez mal. Et la sensibilité ou la tolérance aux bioagresseurs, elle était souvent perçue dans les vergers des producteurs et rarement identifiée en amont. Et on se rendait compte, une fois que les vergers étaient plantés, qu'on avait une sensibilité à tel ou tel autre problème. Donc les choses sont en train de changer, mais la création variétale en culture pérenne, c'est pas des salades, hein, ça va relativement doucement. Donc il y a une certaine inertie qui fait que les fruits, sans mauvais jeu de mots, ils sont longs à arriver. Il y a un travail qui est mené au niveau de la création de résistance, notamment en France par l'INRA. Donc les premiers résultats, ça a été les aspects de résistance à la charca avec la gamme Aramis. Après, il y a d'autres travaux qui sont menés actuellement sur l'ajout de résistance dans des géniteurs, puisque l'objectif de l'INRA n'est plus vraiment de créer des variétés, mais plutôt créer des géniteurs qui vont être mis à disposition des éditeurs privés, qui vont, eux, les introduire dans leur croisement et ainsi incrémenter le niveau de résistance des variétés. Donc là, vous avez plusieurs exemples de résistance, de travaux menés sur la résistance avec plusieurs parasites ou ravageurs, mais il y en a sans doute d'autres qui sont en cours. Et toutes ces variétés, une fois obtenues, elles sont aujourd'hui en France testées dans un réseau d'évaluation variétale qui concerne le CTFL en coordination et les stations régionales d'expérimentation. Alors c'est un axe, l'évaluation variétale, qui est important, qui est une des principales activités des stations de recherche et d'expérimentation. C'est un sujet également qui est apprécié par les producteurs. C'est un dispositif qui est lourd, mais qui est le seul dispositif qui permet d'avoir une évaluation objective et exhaustive, on va dire, du comportement d'une variété. Et plus globalement, au-delà de l'aspect bioagresseur ou résistance aux bioagresseurs, ça va également au niveau de la compétitivité de la filière. Donc on va rentrer dans ces différents dispositifs avec les interventions de Yannick et de Muriel sur un petit peu les différents dispositifs qui existent, les vergers de comportement, mais pas que, et en quoi ils peuvent concourir à proposer aux producteurs des variétés qui vont dans notre objectif, c'est-à-dire la réduction des intrants phytosanitaires au niveau des exploitations. Yannick, tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, bonjour à tous. Alors, pour essayer de répondre à ta question, nous allons vous présenter 3 dispositifs, les collections variétales, les vergers bioagresseurs, et puis ensuite les comportements en verger bio. Alors, on va commencer par les collections variétales. Donc l'objectif de cette collection variétale, c'est d'évaluer les différentes variétés proposées par les éditeurs. Donc en pêche, en abricot, vous voyez, on a 200 variétés pêche, environ 160 pour les abricots. Dans ce dispositif, on a 2 à 3 arbres par variété. Et nous observons, alors traditionnellement, le potentiel agronomique, la régularité de production, la présentation ou la qualité gustative. Mais c'est aussi un dispositif qui est alléché en traitement et qui nous permet de voir, j'allais dire, des hypersensibilités des variétés. Par exemple, je me souviens, dans toutes les stations, on avait une variété dès la première feuille qui était toute blanche d'oïdium. Donc du coup, on avait pu éliminer cette variété qui était trop sensible. Après, j'ai choisi de vous présenter un exemple concret de ce qu'on peut en tirer. J'ai pris l'exemple du Xanthomonas parce que j'ai beaucoup travaillé dessus avec mes collègues. À partir des observations de ces collections variétales, plus une enquête effectuée par le CTFL auprès des producteurs et avec un travail génétique de l'INRA, on a réussi à constituer un planning variétal dans des zones de forte pression à Xanthomonas. Alors, pour l'instant, il est que partiel, hein, puisque vous voyez, dans les 4 sous-espèces, on n'a pas un calendrier complet.
Mais voilà, c'est un bon exemple de ce qu'on peut en tirer. Moi, j'aimerais faire ça sur d'autres bioagresseurs, mais ce qu'il faut savoir en pêche et abricot, c'est pas facile, puisque c'est pas comme en pomme où, par exemple, vous avez la même variété, la golden depuis X années. Voilà, en pêche abricot, on rentre dans nos dispositifs à peu près 50 nouvelles variétés par an, et les variétés sont vite obsolètes, voilà, puisqu'avant, on se basait pour la sélection plus sur la production et l'aspect visuel des variétés. Alors, associé à ça, depuis quelques années, on a un autre dispositif, c'est les vergers bioagresseurs. Donc, il est un peu plus ancien en pêche qu'en abricot. Donc là, on va vraiment évaluer la sensibilité variétale à un bioagresseur donné. Et sur ce bioagresseur qu'on va étudier, on ne va pas traiter. Du coup, on va vraiment voir sa sensibilité. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les bioagresseurs qui sont étudiés. À droite, je vous ai mis un exemple, donc c'est la cloque du pêcher. La cloque du pêcher, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gourmand en IFT, puisque alors, selon les régions et les années, on peut aller de 3 IFT, voire dans la plaine valentinoise à 6-7 IFT. Donc en termes d'IFT, c'est quelque chose d'important. Du coup, voilà, je vous ai mis un classement des moyennes d'attaque de 2016 à 2018. Alors, vous avez une vieille variété comme par exemple Bénédicte, où là, si on choisit une variété comme ça, en traitement, on aura 2 traitements par an, 2 IFT, tandis que si on prend des variétés comme Monange, plus sensibles, on va être obligé de traiter au moins 5 ou 6 fois par an. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. En abricot, le dispositif a été planté depuis 1 an, donc on aura des résultats prochainement. Alors, l'exemple de la cloque, ça me permet de faire le lien avec Muriel pour le bio. En fait, ce dispositif-là nous aide aussi à choisir les variétés qu'on pourra conseiller en bio. Je laisse la parole à Muriel, qui va vous présenter les comportements bio. Effectivement, ça marche, oui. On a ce qui va permettre aussi de... Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il joue avec là. Donc, en fait, on a commencé à mettre en place en fait un réseau d'évaluation en bio depuis quelques années avec les partenaires qui sont là. Et donc, ces vergers d'évaluation en bio, ils vont permettre aussi d'avoir des infos sur, entre guillemets, la rusticité des variétés de fruits à noyaux. Donc voilà, là je vous ai présenté un peu le dispositif qui existe aujourd'hui. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même du travail là-dessus qui est fait avec beaucoup de variétés modernes qui sont évaluées dans un contexte bio. Et ça permet de manière assez simple d'avoir aussi une information sur voilà, des variétés produites en faible intrant finalement et en bio. Donc il y a 2 projets qui travaillent là-dessus. Il y a Fan de Bio avec un certain nombre de partenaires que vous avez vus et qui sont cités là. Et Valab aussi qui va permettre dans la vallée du Rhône, avec le GRAB, d'évaluer certaines variétés. Le GRAB et l'INRA de Gautron. Donc en parallèle de ça, le travail qui a été fait et qui sert aussi à avoir ces informations, c'est un travail d'enquête variétale qu'on a fait chez les producteurs, où en fait on s'est dit, les producteurs finalement, il y en a déjà un certain nombre qui se sont déjà lancés en bio, en fruits à noyaux. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont été audacieux et ils ont sûrement beaucoup d'informations à nous donner. Donc on est allé les voir et on a récupéré leur avis sur les variétés. Et ça nous a permis en fait d'avoir 419 avis sur des variétés en abricot et 72 variétés qui ont été évaluées par les producteurs et qui nous ont dit dans leur contexte comment elles se comportaient face aux bioagresseurs. Et puis pas que. Et donc on a fait des cartographies de préférence des producteurs pour certaines variétés. Tu peux continuer. Et ça nous a aussi permis, à travers à la fois le réseau d'évaluation que vous avez vu, qui est relativement jeune, et cette enquête variétale, de sortir un certain nombre de variétés qu'on recommande en faible intrant et en bio. Donc là, j'en cite quelques-unes. Alors pour l'abricot, l'autofertilité est recommandée. Donc voilà, on propose Flopria, Lédicote, enfin un certain nombre de variétés, certaines plus adaptées au bio, d'autres plus adaptées au circuit court, mais en tous les cas des variétés qui, entre guillemets, passent en faible intrant, et des variétés évidemment à éviter,
où là, il faut peut-être pas tenter le diable de la réduction des phytos avec ces variétés-là. Donc ça, c'est pour l'abricot. Et on a aussi des éléments pour la pêche. Alors c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de variétés, mais Yannick y contribue largement. Là, vous voyez, c'est un calendrier qu'il propose. Et on a aussi un certain nombre de listes avec des variétés qu'on va recommander dans ces contextes peu traités au bio et des variétés à éviter qui sont citées, par exemple, là. Donc si vous voulez ces infos, plus d'infos, hein, tu peux continuer. Je ne sais pas qui c'est qui a la zapette. Voilà. Et ben vous pouvez encore, tu peux avancer encore, venir nous voir. Il y a ou venir sur les sites internet des partenaires ou de nous-mêmes à travers ces projets. Et ben on vous fera passer les infos. Voilà, on va pas vous faire aujourd'hui une présentation variétale. Après avoir balayé rapidement ces différents dispositifs, donc certains plus avancés que d'autres qui sont encore au début, donc il faut attendre encore quelques années pour avoir les résultats. On va demander à Marc, qui donc est ingénieur réseau sur 2 réseaux abricot et pêche, comment ces informations de comportement variétal sont prises en compte par les producteurs dans leur choix et leur stratégie au niveau de l'implantation d'un verger. Oui, donc rebonjour à tous. Donc, en fait, le matériel végétal, d'une manière générale, sur une exploitation arboricole, on se rend compte que c'est quand même un élément clé. Donc, au-delà de la variété, de son intérêt commercial, c'est un élément clé quand on parle de réduction des intrants phyto. Parce qu'on sent très bien actuellement dans les réseaux pêche, dans les réseaux pêche et abricots, et je pense pour les autres espèces aussi, c'est que le matériel végétal va être une des clés qui va nous permettre d'aller plus loin dans la réduction des intrants phyto. Alors pour l'instant, donc, si on analyse système de culture par système de culture, on va regarder un petit peu les systèmes de culture en pêche PFI, comme on a vu ce matin, qui sont des systèmes essentiellement basés donc sur l'efficience. Donc, le matériel végétal, on ne peut pas dire que la résistance ou la rusticité du matériel végétal soit prise d'une manière aussi autant à bras le corps qu'au niveau de l'agriculture biologique. Parce qu'en fait, il y a des solutions techniques, chimiques et techniques qui existent. Mais bon, effectivement, ces solutions techniques et chimiques, donc elles ont des efficacités limitées, en particulier sur le Monilia, en cas de forte précipitation, et elles provoquent automatiquement des problèmes de dépassement de LMR. Également, je dirais que l'évolution variétale fait que on a aussi des sensibilités à la cloque qui sont parfois exacerbées. Et comme le disait Yannick, ça augmente énormément les IFT parce qu'on a des variétés qui ont des débourrements très précoces. C'est-à-dire des variétés qui vont avoir un démarrage de l'œil à bois beaucoup plus précoce et qui va démarrer bien avant la floraison et qui vont amener donc des sensibilités à la cloque importantes et qui vont générer des risques pour l'agriculteur et qui vont aussi amener donc une augmentation des IFT. Donc, mais globalement, donc, si on se regarde la problématique Monilia, le fait d'avoir une variété sensible donc va imposer de faire des traitements anti-Monilia assez importants, lesquels traitements anti-Monilia, comme ils se font à l'approche de la récolte, ils vont donc amener automatiquement des problèmes de normes de substances actives détectées, non pas par un dépassement des LMR autorisés, mais surtout par un nombre de substances actives détectées qui fait que certains silos ne seront pas forcément conformes par rapport à certains cahiers des charges distributeurs. En système de culture en pêche bio, donc on est globalement vers un concept de reconception et c'est là où il y a toute une prise en compte, je dirais, de cette dimension dont on parlait Yannick et Muriel, c'est-à-dire la notion de la variété et de la résistance ou de la rusticité. Alors effectivement, la difficulté pour l'agriculteur, c'est d'avoir une variété qui va être à la fois résistante à la cloque et au Monilia, en particulier pour les maladies. Et parfois, on a des résultats qui sont des fois un petit peu inverses. Mais on essaye un petit peu dans le cadre de la Sikacentrex et des fermes des filles de faire une animation vraiment autour de cette dimension matériel végétal et donner des informations au travers des réseaux qui vous ont été présentés pour que les agriculteurs aient le maximum
informations, puisque quand on fait un verger bio, à terme, on est obligé de reconcevoir son verger et d'intégrer de plus en plus cette notion de rusticité. Et donc, dans les éléments qui vont être le plus importants et qui vont être le plus pris en compte, on va retrouver évidemment la date de débourrement du démarrage de la bois par rapport à la cloque, et ensuite la sensibilité au monilia en pré et en post-récolte. Et tout ça, donc, à partir de ce qu'on a pu voir, on peut voir dans les vergers de comportement. Pour l'abricot, donc, dans les systèmes de culture abricot PFI, donc, on va d'une manière générale, en PFI, éviter les variétés sensibles au monilia sur fruits en tardif. Comme je vous le disais ce matin, on a rarement des problèmes de monilia sur fruits, donc en abricot. Et donc, on va éviter de mettre l'eau dans la bergerie. Et donc, on va éviter les variétés qui vont amener des sensibilités au monilia, en particulier sur les variétés tardives. Hein. Sur les autres variétés, on a les précoces, c'est d'autres problèmes. C'est souvent des problèmes de fermeté, plus que des problèmes de sensibilité au monilia. Hein. Et dans la mesure du possible, on va aller rechercher également des variétés autofertiles. Parce qu'effectivement, pour le monilia sur fleur, l'autofertilité va garantir un taux de nouaison supérieur. Et si jamais il y a une défaillance dans la protection, on a quand même donc une sécurité supplémentaire au niveau de la pollinisation. Au niveau des systèmes de culture abricot bio, ben là je dirais que dans un premier temps, on va mettre l'autofertilité et la floribondité, c'est-à-dire donc la fertilité de la variété en premier lieu, parce que les solutions en monilia sur abricot bio existent, mais n'ont que des efficacités qui sont partielles. Et bon, sous des climats méditerranéens, effectivement, il ne pleut pas tout le temps sur la floraison, mais lorsqu'il pleut, on peut avoir non pas des dégâts, mais des dommages économiques. Donc à partir de là, prendre en compte cette notion d'autofertilité et de floribondité, et on va aller rechercher toujours des variétés qui vont avoir une floribondité, si possible, supérieure aux exigences que l'on peut avoir sur du conventionnel PFI. Et évidemment, tout comme pour la PFI, donc on va éviter les variétés qui vont être sensibles au monilia sur fruits, et on va même, je dirais même les fuir. Quand je dis éviter, on va les fuir, on va rechercher plutôt des variétés résistantes, parce que là on manque vraiment de solutions vraiment efficaces en cas de pluie sur le monilia sur fruits. Donc l'abricot, on est aussi dans une reconception de verger. On est dans une reconception de verger, en recherchant cette notion de rusticité. Et comme on a pu le voir dans le dialogue sur la noix, donc la rusticité parfois prime sur un certain nombre d'autres qualités que peut avoir la variété en termes de présentation en particulier, parfois. Voilà, un petit peu comment on raisonne ça. Donc on est dans tous les cas dans un concept de reconception de verger. Merci. Donc on va laisser la parole à la pomme qui enchaîne. Merci. Merci. Pour la pomme, effectivement, la problématique est très différente. On dispose de variétés résistantes, on devrait dire, on le dira, on essaiera de pas trop se tromper, résistantes aux races communes de tavelure. Parce que résistance à la tavelure, on a vu que ce n'était pas une vérité, il y a des contournements. Donc le terme qui nous est plutôt conseillé, c'est résistante aux races communes de tavelure. Donc cette problématique, elle est là depuis près de 40 ans. Moi, quand j'étais jeune et étudiant, je me rappelle qu'on nous parlait de variétés comme Prima, Priam, Priscilla, qui ont disparu sans doute rapidement, mais c'était un début. Et aujourd'hui, voilà, on a beaucoup plus de variétés. Donc l'idée de cette séquence, c'est pas de vous présenter les variétés sur leur aspect productivité, etc. C'est deux aspects on va vous présenter des aspects qu'on présente jamais. D'abord une enquête sur la vraie efficacité de ces variétés par rapport à la tolérance à la tavelure. Combien d'IFT entre guillemets ou quelles incidences économiques ces variétés peuvent avoir. Et donc il s'agit d'une enquête que Pascal a menée auprès des groupes fermes qui ont des producteurs avec des variétés résistantes aux races communes de tavelure. Ça, c'est la première partie de l'intervention.
La seconde, ce sera un échange avec Didier Crabos, qui est directeur de Cofridoc, et on verra le lien qu'il y a entre ces variétés-là et la filière de Laval. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Pascal. Donc depuis ce matin, tu es toujours directeur du GRC de Basturance, voilà, apparemment, toujours ingénieur réseau POM, et voilà, donc je te laisse la parole. Tu veux un micro Bon, je me servir aussi. Ah, celui-ci, ok. Voilà, donc, est-ce qu'on peut considérer que la pomme est une espèce modèle en termes de réduction d'IFT grâce à la génétique? Donc, le travail qu'on a mené, alors ce matin, il a pu paraître les choses assez figées à travers les réseaux fermes, puisqu'on a pris des systèmes de culture existants en 2012, se perpétuant en 2020, pour faire simple 2018, on se projette déjà dans l'avenir. Alors qu'en réalité, quand on regarde la trajectoire des réseaux fermes, on voit qu'on a de nombreuses exploitations qui ont des vergers qui se sont convertis en bio entre le T0 et maintenant, et que du coup la surface et la part du bio a nettement augmenté dans les différents réseaux fermes. Et l'enquête qu'on a pu mener à travers les 6 réseaux fermes qui sont présentés ici et leurs ingénieurs réseau respectifs est basée sur l'analyse des IFT, donc hors biocontrôle, sur une variété conduite en PFI ou sur la même variété conduite en agriculture biologique, qu'elle était ou pas convertie en cours de campagne, en cours d'exercice, mais sur la période donc 2015-2018 ou 2014-2017, les variétés donc en PFI ou en AB, et que cette variété soit dite classique ou résistante, tavelure, donc les fameuses RT. Et vous avez ici un petit lexique, donc avec le système de culture, le SDC, que vous retrouverez dans les diapos, AB signifiant agriculture biologique. On a vu ce matin dans les résultats de l'EXP éco, donc économe en intrants. PFI, pour nous, c'est l'équivalent des références dans les systèmes d'expérimentation. Donc les IFT, ce sont bien les calculs hors produits de biocontrôle. Et les RT, donc, ne sont pas des vrais RT, mais ce sont des variétés de pommes tolérantes aux races communes de tavelure, donc Venturia inequalis. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien la pomme, on a cité quelques variétés qui sont dans les réseaux fermes. Évidemment, les pommes non RT entre parenthèses dans les grands classiques, de la Gala, de la Golden, de la Granny, de la Pink Lady, et évidemment bien d'autres. Ce matin, on a parlé de Braeburn, etc. Donc déjà, un état des lieux à partir des données expérimentales, où là, les prises de risque sont pour faire simple maximale, comme on vous l'a expliqué ce matin. Donc l'enquête, les résultats ont été synthétisés en juin 2018. Et vous avez ici la comparaison donc sur le graphique de droite entre 2 systèmes de culture. Donc à droite, le système de référence, que nous on appellera PFI dans les diapos qui suivent. Vous voyez une réduction de 27% des IFT quand j'ai une variété sensible ou une variété tolérante aux races communes de tavelure. Et quand je suis dans le système éco, où on a raisonné au maximum de ce qui pouvait se faire en XP, la gestion des intrants, et notamment des produits phyto, donc on est sur une baisse, pour la même comparaison, de 43%. Donc pour un même système de culture, le choix variétal a un impact direct sur la baisse des IFT. Donc avec quelques animations, ce que je viens de dire. Par contre, quand on compare les 2 systèmes de culture, on est en gros à 10 points de moins dans les 2 systèmes de culture quand on compare les groupes variétaux. Et sous le graphique, vous avez le nombre de systèmes à chaque fois par type de conduite. Évidemment, se posera le problème de la durabilité, puisque le contournement de cette tolérance est connu dans un certain nombre de bassins. Donc les races de tavelure qui sont génétiquement très rares ont pu se multiplier dans des cas de protection très allégés et du coup attaquer très fortement ces fameuses variétés tolérantes. Quand on regarde les résultats dans les réseaux fermes, on a évidemment toutes variétés confondues des IFT différents entre les régions. Donc comparer à un IFT à 21, à 30, à 40 ou autre entre les différents bassins de production n'avait pas de sens pour moi. Donc on s'est basé sur le système de référence suivant, donc les IFT hors biocontrôle pour le système de culture PFI, et qui est égal à une base 100 sur l'ensemble des 6 réseaux fermes, donc toute la façade atlantique et le Grand Sud-Est, en montant jusque dans les Alpes. Et évidemment, on fait donc des comparaisons relatives puisqu'on est sur cette base 100.
Et on aura donc d'un côté les variétés classiques, comme présenté tout à l'heure, ou les RT par accommodation. Donc quand je suis entre AB et PFI sur mes deux systèmes de culture, pour une variété classique, selon les réseaux fermes, je réduis de 30 à 90%, à 86% exactement donc mon nombre d'IFT. Et donc on a pu faire cette comparaison pour 3 réseaux fermes. Et quand j'ai des variétés donc tolérantes aux races classiques de tavelure, donc je suis de moins 33 à moins 90% entre les deux systèmes de culture, donc à choix variétal identique. Donc on a bien un impact significatif du système de culture de par les choix stratégiques faits par l'exploitant. Quand je compare le choix variétal pour un même système de culture, donc dans un premier temps, je me place en PFI, et quand je compare les résultats d'un verger RT par rapport au classique, souvent chez le même exploitant, donc on baisse en PFI de 25 à 36% le nombre d'IFT, et de 29 à 62% pour le même système de culture, donc en AB, donc l'IFT entre RT et PFI, entre RT et classique, pardon. Donc on a bien un impact significatif du choix variétal, hors plaine PACA, où cet impact est beaucoup moins grand, puisque la problématique tavelure, qui est la caractéristique même, si on exclut quelques cas de tolérance, notamment puceron, comme il a été dit ce matin, donc où la pression tavelure étant moindre, ben, l'impact sur les IFT, du coup, est moindre. Donc, quand on compare les extrêmes, c'est-à-dire la variété classique en PFI par rapport à une variété RT en AB, cette variation donc, se cumule pour atteindre de moins 50 à moins 92% des IFT, et on a pu faire cette comparaison sur 5 réseaux fermes. Donc, l'impact combiné des deux, système de culture plus ressources génétiques, est majeur dans le cas de la pomme. Donc, quelques photos de races, de variétés résistantes ou tolérantes aux races communes de tavelure qui vont introduire, je pense, le débat suivant. Merci Pascal. Il ne marche pas. Ça marche ça? Merci Pascal, oui, vous pouvez l'applaudir. Voilà, donc je vais demander à Didier Crabos de nous rejoindre et qu'il prenne ou qu'il se mette au pupitre comme il préfère, ou le micro jaune comme il préfère. Voilà. Bon. Didier Crabos, bonjour. J'ai rien présenté, donc je suis tranquille. Donc là, on va être dans le cadre d'une interview, oui, on ne se connaît pas, voilà. On va se tutoyer quand même. Ouais, merci. Bonjour Didier. Faut pas trop m'impressionner. Tu fais comme Jacques Martin. Voilà. Voilà. Désarçonne. Bon, tu es le directeur d'une coopérative Cofridoc à Saint-Just, à quelques kilomètres d'ici. Pour introduire le débat, tu peux nous présenter rapidement cette coopérative ? Cofridoc, c'est une jeune coopérative de 56 ans, donc jeune parce qu'elle continue à regarder devant. Ça représente à peu près une cinquantaine de producteurs. Le premier produit de très loin, c'est la pomme, puisque c'est plus de 90% de l'activité. Ça représente un verger d'à peu près 500 hectares. Le cœur historique est dans l'est montpelliérain, mais aujourd'hui ça couvre le bassin sud-est, et on est également implanté dans la zone alpine sur Manosque. Voilà. Quelques points forts sur cette coopérative ? Alors, des points forts ou des caractéristiques, je dirais qu'on est un peu comme vous, on a l'esprit résistant, voilà, mais la résistance active. Donc je pense, depuis l'origine, il y a un lien étroit entre verger, c'est du verger au marché et du marché au verger. On s'appuie sur une structure commerciale qui a vocation à créer de la valeur pour les producteurs, alors que ce soit dans des démarches filières où on peut valoriser vraiment l'ancrage production et tout ce qui peut être fait au niveau de maîtrise des itinéraires techniques et de façon vertueuse, et également des démarches créatrices de valeur, marketées, bon, comme Ping l'a dit, et un certain succès aussi dans la sauvegarde de chefs-d'œuvre en péril, tels la Reine des Rainettes, la Granie avec Estigranie ou l'asperge de Camargue. Ok. Tu as entendu les résultats de l'enquête que Pascal a présentée, qui montre l'intérêt, notamment dans les zones plus sensibles, des variétés résistantes aux races de communes de tavelure. Comment tu ressens cet intérêt, notamment pour la production ? Alors,
bon, il y a un intérêt général pour avoir du matériel végétal qui facilite le travail des producteurs. Et même chez nous, on est sensible à la tavelure et on voit, il y a quelques années, on disait on était bénis des dieux par rapport à ça. Et nous, notre problème, c'était les insectes et les autres, c'était la tavelure. On a gardé les insectes, mais au niveau de la tavelure, il y a des conditions printanières ces dernières années qui exposent les producteurs avec de la casse. Hein. Donc, il y a d'une part donc, le souhait d'avoir des produits qui exposent moins les producteurs et bien entendu la capacité de répondre mieux aux attentes sociétales avec aujourd'hui une boîte à outils qui est sans cesse chamboulée et une précision des bioagresseurs qui est croissante. Et notre rêve, ce serait de trouver de la résistance pour toutes nos variétés. Ok. Et pour le travail en station fruitière, ça a une incidence ? Je pense que c'est la partie que connaît moins le producteur, mais qui, je pense, a le plus gros impact économique, parce que ceux qui ont connu des attaques de tavelure secondaire, et on n'avait pas connu ça jusqu'à ces toutes dernières années, ça fait quelques années que je suis dans la pomme, et on voit que sur certains lots, ça peut perdre 30 à 40% d'un lot, et là c'est très important que la station connaisse la réalité de l'exposition de la parcelle à la tavelure pour traiter le produit. Donc c'est un vrai problème pour la station. Ok. Pour aborder les aspects plus commerciaux, peux-tu nous dire aujourd'hui comment une nouvelle variété ou une variété de pommes, elle peut se démarquer sur le marché ? Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il y a quelques observations. Là. Bon, là, aujourd'hui, quand on voit le foisonnement des variétés, je crois qu'il y avait une diapo. Voilà. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, lancer une variété, c'est vouloir émerger en tant qu'arbre au niveau de la forêt, au buisson, dans le maquis. Aujourd'hui, dans tous secteurs confondus, on dit qu'il y a 85% d'innovations qui aboutissent à des non-succès, pour ne pas parler d'échecs, et sur des marchés matures, et c'est tout secteur confondu. Et dans l'univers de la pomme, on est exposé à ça, c'est que chaque variété doit devenir une marque, doit devenir un produit. Donc là, vous avez ce qui était exposé à Bolzano, les 50 démarches marketées qui avaient été observées par un chercheur. Il y avait autant de variétés qui attendaient dans les stands des pépiniéristes et des éditeurs. Pour avoir un succès, je pense qu'il faut un alignement de planètes. La première planète, c'est celle du consommateur. C'est celle qui donnera de la durabilité à la démarche, c'est-à-dire avoir un produit, quelle valeur ajoutée on va avoir pour le consommateur. C'est du plaisir, c'est la réponse à une attente, à une préoccupation. Pour ça, il faut qu'il soit exposé au produit, qu'il le reconnaisse, qu'il ait envie, qu'on lui donne envie d'aller l'acheter. Pour ça, on a besoin d'une deuxième planète qui soit alignée, c'est celle du distributeur. Lui, qu'est-ce qui va l'amener à mettre cette variété à la place d'une autre? Son intérêt économique, parce que ça va participer à une histoire qu'il veut raconter à ses consommateurs. Et la première planète, celle qui nous concerne en premier, c'est celle du producteur. Pour lui, c'est un enjeu économique qui souvent est couplé à un enjeu agronomique. Ça va se traduire en rendement, une robustesse, une régularité. Donc, pour aligner trois planètes, on peut faire confiance à la chance, mais c'est comme les éclipses, ça n'arrive pas tous les jours. Ou alors, il faut pour sortir de la masse, il faut un facteur X supplémentaire. Bon, c'est un facteur de dynamisme, de cohérence. C'est ce que peut donner une démarche marketing. Et le facteur X du facteur X, souvent, c'est une question humaine. C'est une volonté humaine, une volonté d'entreprise qui, ensemble, veulent porter un projet. Ok. Et le fait que certaines de ces variétés soient donc résistantes aux races communes de tavelure, est-ce que c'est un atout au niveau de la filière ? C'est un atout parce que ça participe aujourd'hui à l'intérêt général, une demande sociétale. Mais aujourd'hui, le segment des résistants de tavelure n'existe pas vraiment aux yeux des consommateurs. Certains en ont fait un vrai atout en développant une production bio, par exemple comme Juliette, mais on voit que c'est la variété, tout ce qui a été mis autour. D'autres qui portent ce segment comme cette réalité-là, on voit que ça a eu du mal quand même à émerger sur le plan économique, et aujourd'hui on est dans la recherche de rebond dans le bio, dans le zéro résidu. Donc ça participe, mais ce n'est pas un critère, je crois, suffisant. Ça peut être... c'est pas forcément nécessaire, c'est un atout, mais c'est pas suffisant.
Parce que les variétés résistantes au races communes de tavelure sont de plus en plus plantées. Les OP font planter ces variétés. Est-ce qu'elles peuvent communiquer dessus un jour? Je pense que, là où elles pourront difficilement communiquer, c'est sur un IFT. Dire on est passé, on a les chiffres, on est passé de 30 à 20, même si c'était de 20 à 10, je ne suis pas sûr qu'on ait une bonne compréhension des consommateurs par rapport à ça. Donc ça doit s'inscrire dans un projet plus large qui va parler des qualités intrinsèques de la variété, qui va mettre en avant toute la logique de progrès qu'il y a derrière cette variété. Mais par rapport au zéro absolu dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a tout un champ d'explication pédagogique et ça peut y participer. Et pour le marché bio? Sur le marché bio, l'intérêt des résistantes tavelures il était évident parce qu'il facilite le travail du producteur, il facilite la réussite dans le challenge qui est celui du producteur. Nous, on a engagé une démarche bio et on a présélectionné que des variétés, des résistantes tavelures, certaines qui peuvent exister, surtout les prochaines qui sont en préparation, quoi. Ok. Merci beaucoup, Didier Crabos. Sous vos applaudissements pour finir à la Jacques Martin. Merci beaucoup. Donc vous avez vu, on a abordé des aspects très différents. Maintenant, écoutez, vous avez la parole. C'est le moment question. Pour une fois, on est à peu près dans les temps, non? C'est ça? Ouais, super. Tous les intervenants sont là. Didier, tu peux venir, hein, au contraire. Alors par contre, on va te donner une chaise. Voilà. Et vous passez le micro, ou même je peux vous en laisser le mien. Non, on va mettre un micro dans la salle. Voilà. Merci. Voilà, donc, ça marche? Les premières questions? Bonjour. Bonjour Didier, il y a une question qui me démange et que je pose non pas au directeur de Cofruidoc, mais au président de l'association Pink Lady Europe, qui a peut-être été un petit peu chagrin d'entendre ce matin qu'un arboriculteur avait pu arracher des Pink Lady pour planter des Juliettes. J'aimerais. Alors, au-delà de cet épiphénomène, il y a comme une question qui m'interpelle et qui me paraît solide par rapport à la réussite de Pink Lady, qui est une magnifique réussite à de très nombreux titres, bravo. La question, c'est la résilience de la variété en tant que telle sur le plan génétique, son cycle floraison-récolte qui est très long également, qui la fragilise quelque part. Comment projettes-tu cette question sur le moyen terme à la lumière de cette réflexion que nous avons à l'instant sur la résilience variétale? Alors, sur la question sur la résilience variétale, la réponse, elle pourrait demain la marque, parce que il y a une variété et aujourd'hui elle supporte trois variétés, qui sont très apparentées, hein, puisque ce sont juste des clones dérivés de crisping. Est-ce que demain il y aura une autre variété, qui aura des caractéristiques qui mériteront de s'appeler Pink Lady et qui portera une ou des résistances? Ça, c'est une possibilité. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'au-delà de la caractéristique des variétés, il y a le comportement du producteur, la façon avec quelle technicité, quelle approche il développe autour de ces problématiques de producteurs. Et les écarts, quelles que soient les variétés, quelle que soit la structure, sont très très grands. Et donc, l'effort qu'on porte au niveau de Pink Lady, c'est celui de l'information, de l'encadrement, hein, par le contrôle. On est la variété aujourd'hui qui est peut-être qui pourrait être exposée naturellement, mais on a la variété qui répond le mieux au cahier des charges les plus exigeants. Si vous prenez certaines enseignes allemandes qui ont fait de la guerre contre le nombre de résidus, qui était leur fonds de commerce il y a, pas maintenant, mais il y a 5-10 ans, on a su se mobiliser pour arriver à ce niveau-là. Donc notre challenge, il est de maîtrise technique et de faire circuler l'information technique et d'aider le travail des producteurs dans l'appropriation des meilleures techniques. Et c'est pour ça que tout ce qui est fait au niveau du réseau des FIFERM, tout ça est important
pour faire circulariser cette information, pour que les gens aient confiance pour faire évoluer leur mode de conduite. Donc c'est une dynamique. Voilà, après, il y a ce qui pourra venir de l'extérieur et puis tout ce qu'on peut faire avec nos membres. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, là-bas. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur les dispositifs de test de variété. Pardon, Sébastien Blache. Je suis paysan dans la Drôme. J'ai une question. Donc, ce qui m'intéresse, c'est effectivement donc le choix variétal aujourd'hui. Je travaille en agriculture biologique aussi. Est important. On s'en rend compte. Et sur donc les tests d'exposition de différentes variétés sans phyto, ça me semble être quelque chose d'intéressant. Mais ce qui me semblerait encore plus intéressant, et ce qui se fait peut-être, mais je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas présenté à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a très peu d'arboriculteurs qui, dans la réalité, ne traitent pas du tout. Tout le monde on souhaite faire peu de traitements, et donc ces quelques traitements, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'exposer une grande série de variétés à un minimum syndical qui est réalisable et qui, pour le coup, est une véritable réduction de phyto, et voir celles qui ressortent. Il y a peu de temps, j'ai interrogé Yannick sur les nectarines jaunes. Et la réponse était, on n'en a pas, mais en fait, on les expose à pas de traitement. Et je suis pratiquement persuadé que si on exposait des nectarines jaunes à peu de traitement, on en trouverait peut-être. Voilà, c'était une question. Un premier élément de réponse sur fruits à pépins. On a une pression qui s'exerce via l'inoculum. La seule façon qu'on ait trouvé de faire monter l'inoculum rapidement dans une observation variétale, c'est de ne pas traiter. Et notamment en poire, ça a permis de dégager un certain nombre d'observations. Alors oui, c'est quelque chose de compliqué. Si je prends l'exemple de la cloque, le problème c'est que toutes les variétés ne débourrent pas en même temps. Et aussi bien si on se disait je fais que dans ce verger dédié là à avoir les tolérances, je fais que 2 traitements. Le problème c'est que peut-être pour une variété j'aurais traité au bon moment et pour une autre variété j'aurais pas traité au bon moment. Et du coup ça introduit un biais. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas traiter du tout. Après dans notre dispositif de collection variétale, déjà on est quasiment sur du faible intrant dans beaucoup de stations. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, pour compléter peut-être certains propos, je pense. Oui, Laetitia Cuny à Sudexpé à Saint-Gilles, donc c'était juste pour par rapport à cette problématique. Là, c'est vrai qu'entre le bio et les parcelles traitées en PFI, nous, on a mis en place des variétés, des comparatifs de variétés en faible intrant. Donc c'est vrai que là où en bio, on va peut-être avoir des problématiques, je sais pas, en monilier à fleurs, par exemple, sur abricot, on ne s'interdit pas de traiter le monilier à fleurs sur du faible intrant. Par contre, on va vraiment éliminer tous les traitements qu'on pourra faire avec un maximum de suivi pour avoir une récolte malgré tout. On s'attend quand même à des rendements un peu moindres, mais on fera au maximum pour que ça se passe le mieux. Donc c'est quelque chose entre le bio et le PFI qu'on connaissait. Quel âge ces essais, Laetitia? Ça a commencé en 2017, donc on n'a pas encore de fruits. D'accord, mais c'est important de le dire. Donc en abricot et en pêche, on a planté... donc on plante beaucoup moins de variétés. On fait un pré-tri avec les collègues sur l'ensemble des variétés qui sont proposées dans les collections pour ensuite prendre les meilleurs candidats. C'est bien. Et avec les éditeurs, un travail aussi avec les éditeurs qui peuvent nous proposer des variétés qui leur paraissent vigoureuses et qui ont tous les critères dont on a déjà parlé plus tôt. Super, merci. Ici, j'ai pas... Oui. Oui, Laurent Brun, INRA. J'avais une question à Pascal. Le travail de comparaison des variétés classiques sensibles avec les résistantes à velure, tu nous as présenté. Bon, tu as bien dit que la durabilité de ces résistances, on ne savait pas trop combien de temps. Donc pour se projeter un peu plus long terme, est-ce que c'est possible de faire le même travail avec des variétés peu sensibles, du type Akan, Renderenet, Honey Crunch? Est-ce qu'il y en avait dans le réseau ferme, dont on suppose que là, la résistance va être plus durable, enfin la moindre sensibilité va être plus durable?
Et est-ce que tu l'as fait? Est-ce que ça se traduit par une baisse d'IFT chez les producteurs? Donc la façon dont on a travaillé était conditionnée par plusieurs points. Le premier, c'est d'avoir la comparaison possible dans le même système de culture. Et la seconde, d'avoir des surfaces suffisantes pour ne pas être intégrées dans une stratégie classique de la grande parcelle dans laquelle des dorans d'Acan, par exemple, de Prime Rouge, seraient noyés. Donc on s'est placé sur des exploitations où il y avait une dynamique de plantation. Bon, évidemment, tous les vergers ont plus de 4 ans, sont en production, puisqu'on s'attache à avoir quelque chose au niveau production comparable. Et on n'a pas suffisamment, dans un système ou dans l'autre, ou dans les deux à la fois, ces variétés dites donc rustiques, hormis peut-être Chantecler, qui était essentiellement sur le bassin sud-est, et notamment en plaine provençale, mais où l'impact tavelure étant tel que la comparaison des données tavelure entre un système ou l'autre a peu d'impact sur la réduction des IFT. On va prendre une dernière question. Quelqu'un? Oui, Jean-Luc? Oui, c'est plus une réflexion générale. Je me disais aussi que ce qui a été présenté est vraiment très, très, très intéressant. Je crois que le travail en réseau sur l'observation des comportements individuels des variétés mérite d'être poursuivi, diffusé, etc. Je pense qu'il faut également essayer d'expérimenter les variétés en assemblage, c'est-à-dire en mélange, mais en ayant bien en tête la relation coût-bénéfice que peuvent avoir les mélanges en termes de surcoût éventuellement, d'exploitation, de difficulté de traitement s'il faut traiter, etc. Et donc je pense, en se prenant à rêver, en se disant demain on aura des gènes de résistance qui ne seront pas les mêmes vis-à-vis des bioagresseurs, etc. Assembler dans une même sol de culture des variétés présentant, j'allais dire, des remparts différents, c'est aussi une autre façon de travailler génétiquement. Voilà. Donc je voulais juste livrer cette réflexion. Ok, merci. Tu voulais compléter, Pascal? Oui, parce qu'il est sûr qu'à travers les résultats de l'expérimentation, c'est une certitude. La gestion du risque par la dilution de l'inoculum ou la moindre sensibilité variétale par le mélange est une solution qui a déjà été validée par l'EXPE. On se place ici dans un réseau ferme sur des structures en exploitation, et donc où effectivement, ne serait-ce que la gestion de main-d'œuvre pour une récolte, on a des granits au milieu de Pink Lady comme pollinisateurs. Je pense qu'en station, des cueilleurs peuvent avoir mis les granits dans les palox de Pink, et qu'après, effectivement, on reconnaît une verte d'une colorée, mais d'avoir un mélange variétal à la récolte, aujourd'hui, on ne sait pas gérer. Je te confirme, on fait la distinction. Voilà. Oui, on va devoir s'arrêter. Merci. Merci beaucoup à tous ces intervenants. Vous avez été très complets. Merci particulièrement à Ghislain et à Alexandre qui ont fait une prestation remarquable.